Il y a 6 mois, il y avait déjà ce truc où tu dis attends, je suis à la bourre en IA, t'as l'impression qu'il y a des experts et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que personne n'y connaît rien. J'ai l'impression que tout le monde est des experts, mais en fait, c'est totalement faux. Donc c'est passé de N8N et bidouillage entre guillemets à application Shopify. C'est ça. Quand c'est sorti en mode application Shopify, vous avez eu beaucoup de clients, ça s'est passé comment? Alors, ce que j'ai fait, du coup, j'ai fait que du TikTok et j'ai créé une liste d'attente. Je l'ai remplie pendant 3 semaines, jusqu'à 500-600 personnes, je crois. On a mis le personal shopper en place, au début gratuitement. Résultat, on a augmenté leur conversion de 10 points. C'est pareil, c'est une boîte de ouf ça en vrai. On leur a généré à peu près entre 100 et 175 000 euros pour un truc où moi j'ai rien touché. Et aujourd'hui, t'as combien de clients? Enfin, vous avez combien de clients sur l'app? Aujourd'hui, on est au total à une quinzaine, un peu plus de clients. Et le MRR est assez bas. Enfin bon, je peux dire le chiffre. On est autour de MRR. Comment je fais mon contenu? Moi, je suis convaincue que ce qui fonctionne, c'est beaucoup plus les choses négatives que les choses positives. Je vais te faire gagner de l'argent, ça va beaucoup moins bien marcher que... Tu vois, typiquement LinkedIn, moi c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. J'avais déjà un réseau avec des gens que je connais, qui ont fait des business cool à Londres. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je postais un post LinkedIn, ça me transperçait le cœur. J'étais en mode, imagine lui, il me regarde et tout. Voir, C'est très chiant. Mais à un moment, si j'ai peur toute ma vie, je vais jamais me lancer, je vais juste regretter. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Wolf. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Et l'idée, c'est qu'on parle ensemble d'intelligence artificielle, sans jargon technique, sans blabla inutile, sans tout ça. Le but, c'est qu'on rende simple l'utilisation de l'IA, que ce soit pour un particulier qui veut se lancer dans l'IA ou une entreprise qui sait que ça devient utile, que ça devient nécessaire. L'idée, c'est qu'on parle d'IA de la manière la plus simple possible pour que tu puisses en tirer quelque chose. Tu le sais, on est au 5e épisode. Alors pour moi, c'est la même journée, mais pour vous, ça sera une journée différente. On est au 5e épisode et j'ai prévu d'accueillir des entreprises, mais pour le moment, j'accueille des gens qui ont fait partie et qui font partie de Wolf. Et aujourd'hui, c'est Anastasia qu'on reçoit, avec 2 S à la fin de son prénom. C'est ça. Bah écoute, Anastasia, merci beaucoup d'être venue et bienvenue. Bah merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Trop bien, avec plaisir également. Ouais, donc le but c'est vraiment qu'on discute tranquillement, pas de questions pièges, pas de jargon technique, pas de tous ces trucs-là trop chiants, qui servent à rien en plus. Ouais. Vraiment qu'on ait une discussion des plus classiques possibles. Je vais te laisser présenter, mais je t'explique, après on parle du parcours, de ton histoire, etc. On essaiera aussi d'explorer un peu les différents usages que tu apportes aux entreprises avec ton activité dans l'IA, pour que les gens aient vraiment des cas concrets de ce qu'on peut faire avec l'IA. Et puis si on a le temps, on parlera un petit peu de l'environnement de l'IA et de l'actualité. Ok, super. Ça te va? Ouais, top. Eh bien écoute, tu peux commencer par te présenter en quelques mots. Alors plus qui est Anastasia dans la vie. Alors j'ai pas besoin de savoir ce que tu as mangé à midi, mais au-delà de ton entreprise, qui es-tu, d'où viens-tu, quel âge as-tu? Ok, donc moi c'est Anastasia, j'ai 23 ans, je suis actuellement encore en études à Paris et j'ai commencé mon projet il y a déjà 6 mois. Et aujourd'hui, je fais mes études en parallèle, mais j'avoue que ça me prend beaucoup de temps. Donc, ma vie est un peu rythmée par mon entreprise actuellement. Voilà. Qu'est-ce qui te prend du temps, l'entreprise ou les études? L'entreprise. Ok, ça Quasiment marche. que ça, ouais. Ok. Et alors là, si tu peux te présenter, mais comme si tu t'adressais alors, je sais que tu t'adresses aux e-commerçants, principalement. Ouais. Donc, si tu dois te présenter à un e-commerçant, je suis un e-commerçant, comment tu te présentes là? Donc, ma solution, c'est un personal shopper IA pour les marques en ligne qui, en fait, le but, ça a été de créer une vendeuse en boutique, mais en ligne, qui permet aux marques de déléguer toute la partie client. Avant, pendant et après achat. Donc, ça gère les requêtes clients, les recommandations, ça gère aussi tout le service après-vente et ça permet de relancer les paniers abandonnés, de faire des offres, tout ça sur WhatsApp. Okay. Donc, le but, c'est de convertir mieux et de déléguer toute sa partie client. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, personal shopper pour les e-commerçants. Est-ce qu'il y a une cible en particulier ou c'est vraiment tous les e-commerçants? Alors, aujourd'hui, en fait, je ne m'adresse plus vraiment que au e-commerce. Je dirais que ma niche, c'est plus une niche de service. Ok. Pourquoi? De base, je ciblais les e-commerçants parce que j'ai fait du e-commerce avant. C'était une problématique que j'avais vue. Mais en fait, il y a énormément d'autres niches qui m'ont contacté. Et donc aujourd'hui, ça va de la franchise à la fintech, en passant par les marques de cosmétiques. Donc voilà, la niche de service, c'est vraiment en fait de déléguer toute la partie client. Okay. Parce qu'en fait, on a juste remarqué qu'il y a seulement 2 manières aujourd'hui de vendre ces produits et services. C'est soit par augmenter le trafic, donc ramener plus de visiteurs, soit par
augmenter le taux de visiteurs qui devient acheteur. Ouais. Et donc, nous, le personal shopper gère toute la deuxième partie. Ok, ça marche. Ok, donc vous faites pas de l'acquisition, mais de la conversion, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ça roule. Et effectivement, oui, en fait, un des clients que tu as, alors on va anonymiser les noms, etc. On ne parlera pas de nom de client, mais un des clients que tu as dans la fintech, je me rappelle. Tu te lances quand exactement dans ce projet d'intelligence artificielle ? Alors, donc là, je vais raconter mes débuts, c'est ça, avec la formation ? Exactement. Alors, c'est une belle histoire. Donc, c'était en mai dernier. Moi, j'ai fait du e-commerce pendant 3 ans à peu près, à côté de mes études. Et en mai, avant que je découvre la formation sur YouTube, il me semble, ça faisait 6 mois que j'étais en paralysie totale d'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs un syndrome que beaucoup de gens rencontrent, c'est le syndrome de l'objet brillant, il me semble. C'est qu'on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et ce qui m'a beaucoup plu dans tes vidéos, mais au-delà de ça, dans l'IA, c'est qu'au lieu de te focus dans un secteur en particulier, donc le e-commerce ou, je sais pas, le closing, il y avait ça aussi, tu te focuses sur un outil qui te permet de faire tout ce que tu veux à côté. Et donc, je me suis dit que c'était pas vraiment justement quelque chose qui me fermait des portes. Ouais. Que je pouvais suivre cette formation, apprendre des choses qui vont me servir quoi qu'il, étant donné que tout le monde aujourd'hui utilise de l'IA, et voir après ce que je fais. Donc, voilà, j'ai commencé en mai, et je pense que l'idée du personal shopper m'est venue quelques semaines après, seulement. Je me souviens quand est-ce qu'on a eu cette discussion sur le personal shopper, mais Ouais, ok. c'était en juin, ouais. Ok, et alors, du e-commerce, t'en as fait pendant 3 ans alors ? C'est ça. Ok, ça je me rappelais plus de cette information. Ok, et t'avais pas eu aussi pendant un moment fait de la lead gen avec une agence marketing ? J'avais tenté pendant ces 6 mois de paralysie justement, j'avais tenté de faire plein de choses différentes et j'avais essayé de faire de la lead generation avec Go High Level. Ok. Sauf que Go High Level en France, c'était très sous-développé. Bon, ça l'est toujours en vrai. Ça l'est toujours, parce qu'en Europe, je crois que c'est les restrictions, je sais pas trop, tout ce qui est... Je sais pas trop. Mais donc voilà, j'avais tenté ça m'avait pas du tout plu. Donc voilà. Ok, ouais, je me souviens, tu étais venu me contacter sur Telegram, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et je me souviens, ok. Donc on est en avril, c'est ça que t'as dit ? Avril 2025 ? Ouais, mai. Mai 2025 ? Ouais, donc là, ça fait 6 mois. Ouais, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Mai 2025, tu te lances dans l'IA. Qu'est-ce que tu te disais avant ? Enfin, tu découvres l'IA par mon biais ou tu connaissais déjà l'IA ? Tu t'étais déjà renseigné là-dessus ? J'utilisais ChatGPT et je crois que j'avais essayé de faire une automatisation sur Make, mais vraiment... Oh, voilà quoi. Okay. Parce que j'avais fait un webbook, je crois, un truc comme ça. Mais non, vraiment, l'IA, ça me parlait pas du tout. Et en fait, ouais, ça allait très vite. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'était tout ce côté accompagnement en fait dans la formation. Parce que mine de rien, il y a 6 mois, il y avait déjà ce truc où tu dis putain, je suis à la bourre en IA. T'as l'impression qu'il y a des experts et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que en vérité, personne n'y connaît rien. Ouais. Personne n'y connaît rien en automatisation en IA. Voilà, c'est les posts LinkedIn, quoi, où t'as l'impression que tout le monde est des experts, mais en fait, c'est totalement faux. Et que t'es un tout petit peu focus et que tu te mets dedans, même 1 mois seulement, tu vois déjà si ça te plaît ou pas, quoi. Ouais, complet. Ok, ouais, donc t'avais pas spécialement... Enfin, ceci dit, d'ailleurs, tous les épisodes précédents, c'est pareil. Je crois qu'ils étaient tous un peu largués par l'IA. Ouais, contre, ça va tellement vite, en fait, que ouais. forcément, t'es largué. Enfin, t'as l'impression, du moins. On a dit un truc, je sais plus c'était dans quel épisode, mais pendant un moment, on pensait qu'on était dans la pente montante. Genre, putain, il y a FOMO à mort, on est dans la pente montante. Si on attend 3 mois, on sera trop haut dans la pente. Ouais. Moi, je pense que... quoique toi, t'es arrivé peut-être il y a 6 mois, donc... C'était peut-être au tout début de la pente montante. Mais je pense que pendant longtemps, en fait, on avait l'impression qu'on était sur la pente montante alors qu'on était en zone de plat à mort. Ouais. Et que là, seulement, ça monte. Parce que je sais pas si toi, déjà, t'as remarqué une différence entre quand tu t'es lancé il y a 6 mois et maintenant. Moi, je suis biaisée parce que forcément, comme j'y connaissais rien avant de me lancer, j'avais la FOMO à mort. Justement, quand je regardais des vidéos YouTube, tout le monde parlait de l'IA comme si... j'avais l'impression d'avoir déjà raté le coche, en fait. Et donc, après... c'est vrai que là, c'est en train d'exploser. Surtout par rapport au fait d'utiliser de l'IA en entreprise. Je dirais que quand moi j'ai commencé, il y avait de la FOMO niveau formation. Ouais. Maintenant, niveau entreprise, il y avait toujours ce truc de « Oh, l'IA ne peut pas remplacer l'humain, on a peur de l'IA, etc. » Alors que là, je suis d'accord qu'on est sur une pente montante, dans le sens que tout le monde commence à utiliser l'IA. Ouais, je suis d'accord. Et donc, on est arrivé au bon moment. Ok, trop bien. Est-ce qu'on peut revenir sur quand tu me découvres et que tu commences le projet ?
Est-ce que tu te rappelles comment ça se passe? Comment tu choisis la niche? Comment tu décides ce service-là? Ouais. Comment tu identifies le problème? Enfin, retrace-nous pardon, le parcours de quand tu te lances. Ouais. Alors, je ne suis pas là, évidemment, pour juste faire la promotion de la formation, mais elle m'a aidée sur 2 points. Premièrement, c'est que je trouve que le plus dur quand on se lance, en fait, c'est de se lancer, parce que on n'a que nous et notre motivation, en fait. On n'a aucune pression externe. Et donc, c'est très facile de lâcher, d'abandonner, de passer à un autre truc. L'avantage, enfin moi en tout cas ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé, c'est qu'il y avait des coachings, il y avait un suivi, et donc même quand je faisais pas les trucs ou je me branlais un peu, t'étais là pour me taper un peu sur les doigts, tu vois. Et ce qui est cool en fait, c'est que tu fais ça juste au moment où tu peux voler de tes propres ailes, et en fait quand tu te lèves, tu as encore une fois une pression, mais qui vient cette fois de tes clients, tu vois, ou de tes réseaux sociaux, machin. Donc en fait t'aides, enfin moi en tout cas c'est là où ça m'a beaucoup aidé, c'était sur ça. Et sinon, pour ce qui est de la niche et comment j'ai fait le choix de ma niche, c'était juste une question de... Ça dépendait beaucoup des personnes. En fait, c'est un peu ce que tu conseillais en fait, dans la formation. En fonction de nos expériences précédentes, en fonction de ce qu'on aime, etc. Et donc moi, l'idée du personal shopper, ça m'est venu hyper naturellement parce que j'ai fait du e-commerce avant. Et donc en fait, c'est une problématique que j'ai décelée en tant qu'e-commerçante, mais aussi en tant que consommatrice. C'est-à-dire qu'il y avait un milieu où juste l'accompagnement client il était 0. Ça faisait pour la marque qui répondait, elle passait sa journée à répondre, ou alors si elle voulait pas être personnalisée, il fallait automatiser, et du coup c'était pas personnalisé, tu parlais pas à ton client en fait. Et du côté du customer, voilà, tu envoies un mail et on te dit réponse sous 48 heures quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée de base du personal shopper pour les e-commerçants et que je me suis lancée. Parce que initialement, si je me souviens bien, c'était surtout... l'idée est née de moi quand j'achète des produits de beauté. C'est ça, parce que moi avant, ma marque de e-commerce c'était de la beauté, c'était des cosmétiques, et j'ai une peau assez sensible de base, et c'était du coup là que j'ai retrouvé le problème. Les gens me posaient beaucoup de questions sur comment l'utiliser et tout. Le pire, c'est qu'en fait les gens posent des questions, c'est marqué sur ton site, mais personne ne lit. Et le fait de rendre ça conversationnel sur WhatsApp, forcément les gens, ils sont beaucoup plus dans la conversation, ils sont beaucoup plus engagés en fait. Et en tant que consommatrice aussi, quand moi je voulais acheter des trucs, 4 produits sur 5 que j'achetais, ils m'allaient pas. Parce que juste, j'avais pas trouvé les bonnes infos, ou je passais 3 heures à regarder sur TikTok des témoignages clients. Et donc ouais, de base, c'était pour la cosmétique. Ah, les témoignages clients, tu les regardais sur TikTok? Ouais. Ah ouais, incroyable. C'est que sur TikTok que je regarde, parce que pour moi, c'est quoi le truc C'est pas TripAdvisor, c'est Trustpilot, voilà. Ouais. Je vois pas la personne derrière. Et je sais pas à quoi elle correspond. Ah oui, particulièrement pour des produits de beauté alors, pour savoir si elle a le même teint que toi. Voilà, c'est ça. Alors que sur TikTok, tu cherches cette crème pour peau sensible, tu vois si la meuf elle te ressemble et puis voilà. Ah putain, c'est incroyable de savoir ça. Tu vois, je suis pas du tout consommateur de quoi que ce soit d'ailleurs. Je me suis pas dit qu'il y avait des gens qui allaient taper crème XYZ pour peau sensible sur TikTok. Ouais, que TikTok. Incroyable. Et d'ailleurs, toi, TikTok, t'en as fait ton canal d'acquisition principal. C'est ça. Ouais. Ça, je trouve ça très... Enfin, j'aime bien les vidéos que tu fais, mais on en parlera certainement. Ah, tu regardes mes vidéos? Ouais, oui, je regarde tes vidéos. Je regarde ce que font mes élèves. Quand même. Bah oui, quand même. Non, ouais, je regarde pas mal de tes vidéos. Et puis, tu te rappelles, tu m'avais donné une référence d'une meuf que je suis toujours d'ailleurs, une américaine. Une closeuse. Ouais, exactement. Et bon, tu fais pas exactement la même chose qu'elle, mais finalement, ça s'en rapproche un peu parce que elle a des contenus qui sont très bruts comme toi. Ouais. Elle a des trucs qui sont très travaillés avec sa Rolls-Royce ou un truc comme ça, là. Ouais, c'est ça. Mais elle a aussi des trucs où elle prend son téléphone, il y a une phrase au-dessus et elle débite, quoi. Ouais, j'essaye de faire ça, mais moi, je fais quand même beaucoup de montage. Et elle est très crue dans ce qu'elle dit. C'est pas du tout le même personnage, mais le but, elle fait son build-in public à elle, il est incroyable. Ouais. C'est un poil différent, mais en même temps, vous n'êtes pas sur la même niche, vous vous adressez pas aux mêmes personnes, donc tu peux pas non plus faire exactement la même chose qu'elle. C'est vraiment du B2C. Ouais. Ok, donc en avril, tu te lances, tu découvres, enfin, tu te dis que tu vas pouvoir faire ça. Tu savais comment tu allais le mettre en place techniquement ou pas du tout? 0. Mais même aujourd'hui, j'avoue que le technique, c'est relativement assez limité. Et j'ai eu de la chance que l'un de mes meilleurs amis, justement, faisait déjà des IA vocales à l'époque. Et donc, il avait déjà la main avec N8N. Et donc, on a commencé sur N8N grâce à ça. Et en fait, après, on s'est développé techniquement. Mais non, au début, techniquement parlant, je ne savais pas comment faire. Ouais, ok.
Ok, et donc du coup, vous avez découvert tout cet univers, afin que vous connaissiez un petit peu de par ton expérience. Tu te dis, je vais aller taper des e-commerçants. Au début, tu n'étais pas sur TikTok, hein, je crois. On faisait pas du tout de Non, TikTok au début. j'étais full LinkedIn. Ouais, LinkedIn au début, ouais. Tu te dis que tu vas faire une sorte de personal shopper. Pareil, en vrai, au début, on ne l'avait pas appelé comme ça, je crois. Je me rappelle du avant, pendant, après, mais c'était pas nommé personal shopper, Il me etc. semble que dès le début, c'était, ou peut-être je disais vendeuse en ligne, je sais Peut-être, pas, ouais, mais je sais personal plus. shopper, ça m'est vite venu. C'est vite venu. Ouais. Je me souviens et tout des concurrents que tu m'avais envoyés. Bon, enfin bref, on va revenir dessus. Donc tu découvres tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un peu les premières difficultés auxquelles tu fais face? Comment ça se passe? Comment tu développes le truc? Comment Alors, tu avances, quoi? la première difficulté, je dirais que c'était LinkedIn. Pourquoi? Parce que je me suis lancée sur LinkedIn pour l'acquisition client, mais j'avais encore aucun client, j'avais aucun témoignage. Et moi, je considère, ou du moins pour ma niche, que se lancer sur LinkedIn sans avoir déjà fait ses preuves un minimum, soit avoir de la preuve sociale, donc de la social proof, ou avoir des résultats chiffrés, les gens s'en foutent de ce que tu racontes. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue, surtout que moi, j'ai pas toujours été très bonne en building public, genre raconter mes erreurs, mes peurs, etc. Ça a toujours été professionnel. Et en fait, tout simplement, à un moment, j'ai arrêté LinkedIn, je me suis dit que je reviendrais, donc incessamment sous peu du coup, sur LinkedIn quand j'aurais déjà des preuves à fournir, des résultats, pour qu'en fait, ça soit plus facile. Mais du coup, pendant tout ce temps, j'ai fait que du TikTok. Ok. Bon, je t'annonce, ça va être la même chose, hein. Que tu aies des résultats ou pas, ça va être la Ouais. même chose. Mais en non. même temps, moi, je trouve que ça t'allait bien, TikTok. Je trouve que tu l'as bien pris, je trouve que tu l'as bien fait. Il y a aussi un moment où on s'était dit, faut qu'on présente tout ça comme une nouvelle stratégie, comme une nouvelle façon de faire du e-commerce. Et je trouve que ça, tu l'as vachement bien communiqué, en fait, sur TikTok. Ouais. Mais enfin, vas-y. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que, objectivement, je considère que c'est quand même un système qui est innovant, mais dans la manière de l'appliquer. Objectivement, des chatbots IA sur WhatsApp, ça existe déjà. Bien que mon système n'est pas un chatbot, je préfère préciser. C'est pas juste une automatisation, c'est beaucoup plus poussé, genre humanisé un maximum. Mais justement, c'est vrai que c'est arrivé au bon moment, parce que dans le e-commerce, il y a un énorme déséquilibre entre ce que font les entreprises et ce que recherchent les clients. Ouais. Et donc justement, ça permet de remplir ce gap, le personal shopper. Et quand tu le présentes comme ça, forcément, les gens étaient beaucoup plus attirés et engagés beaucoup plus. Ok. Ouais, donc du coup, sur TikTok, quand tu arrives, tu dis on a une nouvelle façon de convertir, on a des nouvelles choses à faire pour convertir. Ouais, c'est ça. Moi, c'était plus, comment je fais mon contenu, c'est plus problème-solution. Parce qu'en vérité, dans l'e-commerce ou comme dans toutes les niches, il y a des énormes pain points. Et moi, je suis convaincue que ce qui fonctionne, c'est beaucoup plus les choses négatives que les choses positives. Je vais te faire gagner de l'argent, ça va beaucoup moins bien marcher que tu vas perdre énormément d'argent ou tu es en train de passer devant des milliers d'euros si tu fais pas ça. Ok. Donc, ce que je faisais, c'est que je fais toujours d'ailleurs, je commence par présenter un problème. Je m'identifie aussi à ça, parce que comme j'ai eu de la chance de faire du e-commerce, j'ai le jargon. Donc, je fais ça, et après, je propose une solution qui paraît en plus très idéale, et qui l'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour justement régler tous ces problèmes de conversion, de relance panier, etc. Ok. Ouais, est-ce que tu peux... Alors, pas forcément techniquement, pardon, mais comment ça se passe pour le client? Je suis une marque e-commerce. Ouais. Ça se passe comment pour le client? Comment il réagit avec tout ça? Comment il interagit avec ton personal shopper? Et où l'IA intervient dans tout ça? Ouais. Alors, comment ça se passe? C'est que dès que tu arrives sur le site, tu as la possibilité d'être prise en main par le personal shopper. Donc, en fait, un widget qui directement te redirige sur WhatsApp. Et donc, au fil de la conversation, donc au début, c'est surtout de l'inbound. Il y a plusieurs cas d'études. De toute façon, on va en parler après, mais tu fais de l'inbound et d'abord, ça répond à toutes les questions que tu veux. On l'a développé en sorte qu'elle fasse surtout des recommandations et que ça soit une sales. Donc le personal shopper, c'est une vendeuse qui va le plus possible mettre en avant des produits, les bons produits en fonction de ta routine de peau, de tes problématiques, de tes besoins, qui va répondre à toutes tes questions et qui va te rediriger vers l'achat. Avec ça, tu as aussi la possibilité de faire de l'outbound, donc du marketing. Tu peux envoyer, donc WhatsApp, aujourd'hui, que tu utilises le personal shopper ou pas, je considère que c'est le meilleur canal de conversion, quelle que soit la marque, ou quelle que soit même l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une notification que tu ne peux pas rater, 98% de taux d'ouverture contre 10% par mail. C'est directement très engageant et intimiste,
Parce que voilà, tu trouves tes groupes de famille, tu parles à tes potes, et puis là, tu parles à une certaine marque, tu vois. Et en plus, là où l'IA intervient, c'est que du coup, elle répond instantanément, en 5 à 10 secondes à peu près. Elle répond en fonction du contexte, donc elle mémorise tous les clients. Tu peux acheter et revenir 2 mois plus tard sur la conversation, elle va se rappeler de toi. Ok. Et elle est optimisée en continu. Donc évidemment, notre outil, l'objectif, c'est comme si tu formais une vendeuse. Donc en fait, tu donnes tes feedbacks, etc. Il y a un agent qui s'occupe de s'optimiser soi-même. Et donc en fait, à partir du moment où tu l'installes, elle ne devient que meilleure. Et donc toi, voilà, en tant que client, tu es accompagné tout le temps, quand tu veux. Tu suis tes commandes, tu fais tout sur WhatsApp en fait. Ok, et ça veut dire que quand vous intégrez cet outil dans une entreprise, Ouais. Vous la connectez à Shopify par exemple. Ouais. Comme ça, elle connaît les produits qu'il y a à l'intérieur, avec les descriptions des produits, etc. C'est Est-ce ça. que vous promptez, est-ce que vous mettez de la data particulière dans l'outil? Ouais. Le personnage shopper est entièrement codé et il est fait en sorte d'être une vendeuse parfaite en fait. Donc tu connectes tes outils et après il y a aussi des choses sur mesure où si par exemple tu veux mettre un produit en particulier en avant, tu donnes Ouais. ton feedback. Ok. Et donc ça en fait l'entreprise elle a toute son autonomie dessus. Donc elle peut le faire toute seule. Ok. Donc Et donc, l'entreprise, elle a une interface pour Elle a une interagir application. avec le Elle a une personnage shopper. application où elle gère toutes ses conversations, elle donne des feedbacks, elle peut tester, elle peut lancer ses campagnes, elle peut créer des automatisations de flow, de messages par Ok. exemple. Donc c'est vraiment un outil à part entière. Ok, magnifique. Magnifique. Et alors du coup, si on revient... parce que là, le résultat que tu es en train de me parler, dont tu me parles aujourd'hui, c'est pas ce que tu avais au tout début. Non. Si on revient dans la chronologie, quand est-ce que tu commences à développer techniquement quelque chose, enfin avec ton équipe, avec ton ami, quand est-ce que tu commences à développer un truc? On a commencé à développer en étant en contact avec une grosse marque de cosmétiques française. Et en fait, on a fait du sur-mesure. Et en fait, depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a une application qui est développée et qu'on peut scaler à partir de maintenant. Mais depuis 2-3 mois, c'est que du test et de l'itération. Et en fait, tous nos clients aujourd'hui, on les considère comme bêta partenaires. Ouais. Parce que c'était tellement une galère à mettre en place. Parce qu'en plus, on est partenaire Meta. Et Meta, vraiment, c'est le summum de la complexité, quoi. T'aurais dû le dire dès le début, ça. Bah oui, mais tu ne peux pas t'en sortir sans Meta. Ouais. Et du coup, en fait, depuis le début, on fait de l'itération, on améliore, etc. Et donc, en fait, on a fait un système sur mesure pour cette entreprise qui nous a pris à peu près 2 semaines, encore une fois, beaucoup de tests du personnage shopper pour qu'il réponde bien, etc. Et à partir du moment où le système a été set up, on a eu beaucoup plus de demandes d'autres marques, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le système de SaaS marchait beaucoup mieux, système par abonnement. D'ailleurs, moi, je suis convaincue que là, comme l'IA va devenir de plus en plus accessible, et grâce aux outils, on va pouvoir faire des agents et des systèmes et des infrastructures de plus en plus rapides. Le système SaaS va beaucoup mieux attirer les entreprises parce que ça leur permet plus de rapidité, de flexibilité et aussi ça fait moins peur qu'une installation fixe avec un contrat annuel par exemple. Donc c'est ce qu'on a fait et donc depuis on a créé l'application Shopify pour justement scaler et donc automatiser en fait, la tout ça. première boîte avec qui vous avez travaillé en mode bêta-test, c'était un client gratuit chez qui vous aviez mis ça en place? C'était avantageux. Ouais, ok. Ok. Ce premier client vous a permis de développer le premier système un petit peu bidouillé, entre grosses guillemets, avec des outils qui existaten déjà, Inuiten en l'occurrence, et d'autres outils. Ce qui vous a permis de commencer à mettre quelque chose en place un peu plus sophistiqué, un peu plus abouti. Ouais. Et la première chose que tu as fait, c'est en créer une application Shopify. Ouais. C'était pas un SaaS dès le début, c'était à la base une application Shopify. De base, c'était une application Shopify, ouais. Donc c'est passé de N8N et bidouillage entre guillemets à application Shopify. C'est ça. Ok. Quand c'est sorti en mode application Shopify, vous avez eu beaucoup de clients. Ça s'est passé comment? Enfin, d'un point de vue nombre de clients qui ont commencé à rentrer, c'est quoi la chronologie? Ça s'est passé comment? Tu les as chopés comment? Ce que j'ai fait, du coup, j'ai fait que du TikTok et j'ai créé une liste d'attente. Je l'ai remplie pendant 3 semaines jusqu'au lancement de l'application qui prenait que du retard et que du retard. Et en fait, j'ai rempli la liste d'attente jusqu'à 500-600 personnes, je crois. Pour au final en avoir aujourd'hui, on n'en a qu'une dizaine qui est restée parce qu'en fait le market fit il n'était pas très bon. C'était des trop petites entreprises pour un système aussi développé. Ouais. Donc ça pouvait faire peur niveau prix. Il y avait beaucoup, encore une fois, de sur-mesure à faire au début pour des gens qui au final, le
le récurrent, il allait être faible, étant donné que leur lifetime value, elle allait pas être très grande. Donc voilà, le market fit n'était pas top, mais c'était full TikTok. Ok. En fait, t'as attiré que des dropshippers un peu à la con. Voilà, j'allais pas le dire, mais ouais, c'est ça. Ouais. T'as Ouais. attiré que des dropshippers au lieu de vraies marques e-commerce abouties. C'est ça. C'est un peu le problème de l'e-commerce. Ouais, j'en ai quand même attiré des très qualitatives, mais je veux dire, en ratio, Ouais, c'était très faible, le forcément. gros du truc, c'était des dropshippers. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, c'est suite à ça, au fait que finalement, il y en a beaucoup qui sont partis parce que c'était pas spécialement intéressant pour eux, que vous faites un pivot et que vous allez créer une web app alors. En fait, depuis le début, notre idée, c'était d'avoir une application Shopify. Parce qu'en fait, je vais pas aller dans le technique, mais l'intégration à Shopify est très compliquée. Il faut être sur le Shopify App Store, donc c'est faire une application. Ils te le vérifient, ils te disent tout ce qui va pas, et c'est un process qui dure... il a duré 1 mois et demi, je crois, pour une application Shopify, qui en plus est très limitée. Niveau composition, niveau fonctionnalité, parce que c'est dans Shopify. Ouais. Et à côté, on était en train de faire la web app pour les gros clients. Des applications, en fait, du coup, tu peux customiser toutes les sections, etc. Ouais. Et en fait, on s'est dit, l'application Shopify, elle est quand même assez moyenne. Enfin, elle doit être améliorée, mais on est très limité par Shopify. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, et on est en plein process, du coup, on va tout migrer sur la web app en la faisant passer comme une application Shopify et en proposant l'intégration directement dessus. Pour qu'en fait, parce que c'est le seul moyen d'avoir une totale flexibilité sur son application. Ne pas dépendre de Shopify. Juste avoir une fonction intégrée à Shopify. C'est ça, juste une intégration API. Ouais, gros. d'accord. Ok. Comment tu fais le pivot du coup entre les deux tu continues à créer du contenu sur TikTok, mais tu le marketes un peu différemment. Ouais. Là, j'ai commencé à refaire les TikTok. Là, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Ouais. Parce que justement, on est en pleine migration dessus. Et puis, il y a plein de gros clients sur lesquels il faut que je me concentre. Mais là, justement, je vais reprendre TikTok, mais surtout LinkedIn, Instagram et X. Parce que c'est là où se trouvent les plus grosses marques, on va dire. Et TikTok, justement, il faut réussir à pivoter et arrêter. C'est difficile parce qu'en fait, le problème sur Instagram et TikTok, et même sur X, globalement sur tous les TikTok, sur tous les réseaux, c'est de réussir à faire du contenu un peu putaclic. Le problème, voilà, c'est compliqué de trouver le juste milieu sur TikTok. Comment vendre quelque chose de qualitatif sans avoir à dire double ta conversion avec mon outil. Ouais. C'est très compliqué. Bah, bienvenue dans mon monde à moi. Ouais. Comment tu fais pour attirer des gens intéressants sans leur dire tu vas gagner 10 000 € en 2 semaines? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu toujours le même débat. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est juste que tu vas sur le putaclic. Sur le putaclic, pardon. Il y a un gars qui disait go broad or go broke. Ouais. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire du broad à mort. Mais dans ton tunnel, tu viens qualifier juste. Tu mets un questionnaire de port au début, histoire que ça dégage tous les dropshippers. Mais moi, il y a un truc qui qualifie immédiatement, c'est le pricing. Quand on te dit que ta première offre, elle est à partir de 379 €, il n'y a personne qui clique dessus. Enfin, pas les dropshippers du moins. Ouais. Ok. Et donc du coup, ça veut dire que quand tu vends, t'es en full landing page, c'est la landing page qui vend. Non, jusque-là, je n'ai pas de landing page aujourd'hui. Ça fait 3 mois que j'ai... Donc tu vends au closing? Tu vends à l'appel? Voilà, je propose que des appels. Et donc là, je suis en train de faire la landing page qui va sortir dans quelques jours. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je passais du coup des appels de 1 heure avec des gens du coup pas forcément très qualifiés. Donc je perdais beaucoup mon temps pour leur expliquer ce que je faisais concrètement. Parce qu'en fait, ils venaient d'un TikTok où je disais convertis mieux, tu vois. Qu'il fallait expliquer ce que tu fais, montrer ton application, montrer comment ça fonctionne, répondre aux questions, onboarder avec la connexion méta, l'achat de numéro de téléphone, etc. Et tout ça en moins d'1 heure. C'était quasiment impossible. Je débordais à chaque fois. Je passais mes journées à faire ça, en fait. Ok. Donc, oui, parce que du coup, pour mettre en place ça c'est intéressant pour les entreprises potentielles qui nous écoutent. Pour mettre en place le personal shopper, il faut que tu prennes un numéro de téléphone et que tu mettes ton personal shopper sur ce numéro de WhatsApp Business. Voilà, c'est ça. En fait, c'est juste pour qu'il soit affiché sur WhatsApp. Ok. Ça coûte 5 €. Ça devrait aller. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu prends sur quoi? Sur on-off? On-off, c'est ça, non? Tu prends sur on-off? Ouais, on-off. Ok, incroyable. Et aujourd'hui, tu as combien de clients? Enfin, vous avez combien de clients sur l'app? Aujourd'hui, on est au total à une 15aine, un peu plus de clients. Magnifique. Ouais. Et le MRR est assez bas. Enfin bon, je peux dire le chiffre. Si tu as envie de le dire, tu peux le dire. Oui. On est autour de 2000 de MRR, ce qui fait pas beaucoup. Je crois que ça fait autour de, on avait calculé tout à l'heure, 150 par personne. Parce qu'encore une fois, c'est des bêtas. Ouais. C'est des bêtas, tu fais des moins 70%. Donc voilà. Mais tout ça, franchement, c'est la stratégie que tu conseilles d'ailleurs dans ta formation. Donner au début un maximum parce qu'au final, du coup, j'ai quand même 15 clients.
Ouais. 2000 euros d'MRR, c'est pas ouf, mais c'est vivable, ok. Alors que j'avais une application qui avait des problématiques, qui avait des bugs. Et là, du coup, j'ai enfin un produit fini qui a été bien testé sur le marché. Tout ça parce que, justement, j'ai donné accès et j'ai donné du gratuit au début. Ouais, complètement. Et puis c'est pareil, je vais le répéter je crois à tous les épisodes, je l'ai fait avec tout le monde. Parce qu'il y a Baptiste qui me dit je fais 10 000 euros par mois, bon c'est pas fou. Il y a Abraham qui dit je fais 7 000 euros par mois, bon c'est pas fou. Et je dis je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, genre tu prends toutes les startups parisiennes, là, ça fait 5 ans qu'elles dégagent pas 1 euro de bénéfice, tu vois. Donc c'est déjà fou. Et surtout c'est de la rentabilité quasi max quoi. C'est ça, pas besoin de lever de fonds quoi. Donc ça c'est magnifique. Ok, est-ce qu'il y a eu... Enfin, on vient de faire un peu tout le parcours, entre guillemets, on pourra venir sur des éléments dans le cours de la discussion, mais est-ce qu'il y a des trucs, si tu devais parler à Anastasia qui se lance au début, tu ferais des choses différemment ? Non, je pense que je changerais rien du tout, parce qu'il y a plein de moments où j'ai perdu beaucoup de temps. Par exemple, quand, moi LinkedIn, j'y arrivais pas, vraiment c'était difficile, et pourtant, j'ai perdu, entre parenthèses, 2 mois dessus. Plein de problèmes, encore une fois, avec Meta, avec les intégrations, plein de problèmes techniques. Mais je ne changerais rien parce que si j'étais pas passée par tout ça, j'aurais rien appris. Enfin, ça paraît vraiment bateau ce que je dis. C'est grâce aux erreurs que tu grandis. Mais c'est vraiment ça. Genre là, il n'y a pas un seul truc que j'ai mal fait et que je regrette. Ok. Parce que je l'ai toujours fait. En fait, c'est ça. Pour moi, les seules choses que tu peux regretter, c'est si tu prends une décision et tu fais quelque chose qui n'a pas été réfléchi. Et donc oui, tu peux t'en vouloir parce que c'est une bêtise. Mais là, toutes les erreurs que j'ai faites, j'étais sûre que c'était la bonne manière de le faire. Et il s'est avéré que non, et au moins j'ai appris. Ok. Je te pose cette question parce que quand tu me dis j'ai 15 clients et on a un MRR un peu bas, je me dis ça se trouve tu n'es juste pas contente de toi pour le moment. Alors c'est très bien, il y a un côté où tu es insatisfaite et donc du coup tu vas aller chercher plus à ce côté positif. Mais c'est pour ça que je te pose cette question. Savoir si peut-être tu auras augmenté le prix. Ouais, peut-être. Ok, d'accord, sur ce point-là, ouais. Moi, il y a quand même un truc que je me dis, c'est que il faut pas non plus sous-évaluer ce que tu apportes. Typiquement, ça c'est une petite anecdote. En vérité, je ne regrette pas parce que du coup, avec ce client, on a une très bonne relation et je sais que ça va être une relation très long-termiste. Mais donc, c'est une boîte qui a un onboarding très complexe, un KYC. Donc, on a mis le personal shopper en place au début gratuitement parce que c'était une période de test et on ne savait pas vraiment si ce système allait fonctionner. Résultat, on a augmenté leur conversion de 10 points. C'est le screen que tu as mis dans le Discord, là ? La boîte que tu as mis dans le Discord Ouais, ouais, c'est ça. De 10 points. Mais c'est pareil, c'est une boîte de ouf, ça, en vrai. Oui, c'est une énorme boîte. C'est pour ça que je me dis, vas-y, fais du gratuit, même si... Bon, bref. Ça peut t'apporter que du positif. Sur que ton du site internet, tu mets positif. son logo, Et donc, au fait. final, on a fait un ROI de x500 parce qu'on leur a généré à peu près entre 100 et 175 000 euros pour un truc où moi, j'ai rien touché. Ouais, t'imagines. Et donc, à un moment, je me suis dit, quand même... ça fait chier, machin, mais au final, je regrette pas du tout. Parce que moi, ça m'a juste prouvé que j'ai un système qui fonctionne de malade, qui permet de vraiment augmenter une conversion, et même pas de 40 ou 50%, de vraiment 10 points de plus. C'est énorme. Et en plus, j'ai une entreprise cliente qui est hyper contente. Et c'est tellement important au début. Il faut être prêt à pas se faire marcher dessus, j'ai pas envie de dire ça, mais il faut juste... Si tu as un bon produit, en fait, tu ne peux pas rater. Il faut juste faire le meilleur produit possible pour moi. Ouais, je suis d'accord. Surtout en fait qu'on est dans un business tech. Je sais pas, genre de l'accompagnement typiquement. Ah, si le produit a une vidéo qui est pas très bien, je peux me rattraper avec la personnalité, avec de l'humain quoi. Nous on vend de la tech, donc si ta tech elle est pourrie, t'es mort quoi. C'est ça. Ok. Tu vois, je pense que en fait ta manière de qualifier, c'est de parler de ça, de parler de grosses boîtes avec. Alors t'es pas obligé de dire le nom, mais peut-être l'industrie ou la typologie de boîte que c'est, parce que ça porte un nom. Je vais pas le répéter, mais parce que j'ai pas envie que les gens trouvent, mais ça porte un nom et donc tu utilises ce genre de mots dans un TikTok et après dans un tunnel de vente, ça qualifie les gens direct. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a, je sais même plus si je t'ai posé la question, je vais la reposer, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as fait face au début quand tu t'es lancé ? Un truc qui t'a fait un peu galérer, qui t'a fait un peu chier ? Je dirais que la seule difficulté c'était moi-même en fait. C'était franchement. Mais en fait, j'aimerais bien le répéter parce que j'ai l'impression que les gens peut-être trouvent qu'ils sont nuls ou qu'ils n'ont pas forcément la même soif que d'autres personnes. Mais le plus difficile, c'est de se lancer. Et le problème, c'est que quand tu veux te lancer, par exemple, t'as fente au fond de toi, tu veux vraiment lancer un projet. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas regarder des vidéos
d'entrepreneurs à Dubaï qui gagnent 300 000 € par mois. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont absolument pas à ton level. Ils sont passés par ce que tu as passé, mais ils sont plus à ce level. Et donc, quand ils te disent « Oh, bah moi, c'est facile, le matin, je me lève, je fais mon sport à 5h du matin, machin », déjà, c'est certainement un truc qu'ils ont interné pendant 10 ans. Donc, eux, c'est devenu naturel. Ouais. Et en fait, quand on te dit « Oh, bah non, je sais pas, c'est normal, j'aime juste trop travailler, je travaille 12 heures par jour. » Toi, t'es en mode « Putain, bah en fait, le problème, c'est moi. » Ce n'est absolument pas vrai. C'est normal qu'au début, t'aies besoin de push, t'aies besoin de pousser et d'être poussé. Et donc, moi, c'est ça. Moi, au début, le problème, bah voilà, comme je l'ai dit, ça faisait 6 mois que je faisais rien parce que j'étais bloquée. Et donc, au début, changer son rythme de vie, c'est difficile. Et t'es obligé d'avoir quelqu'un qui te met un coup de pied au cul, qui te demande des comptes, en fait. Est-ce qu'il y a un truc dont on peut parler par rapport à... En fait, il y a un truc que tu m'avais dit, je te l'avais même souligné. Il y a un truc que tu m'avais dit Ouais. quand on avait parlé ensemble la première fois ou la deuxième fois, je sais plus trop. C'est de là où tu viens. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit... Ouais, je me rappelle. Je trouve ça impressionnant. Parce que je crois qu'il y en a plein, en fait, dans les gens qui viennent me voir. On a l'impression que tout le monde est en galère, en fait, pas vraiment. Je crois que j'ai plein de gens qui sont issus de bonnes familles, quoi, qui sont pas dans la merde. En fait, mon message, c'est, vous avez pas besoin d'avoir vécu des trucs de ouf, genre c'est la merde, genre à la Anthony Bourbon, j'étais SDF et je deviens millionnaire. Toi, il y a un truc où tu venais d'une belle famille, t'avais pas spécialement de besoins spécifiques, et tu t'es dit, il faut que je me mette un peu dans la merde, il faut que je me mette un peu dans la sauce, il faut que je me mette un peu au pied du mur pour te lancer. Je sais pas où je veux en venir avec ça, mais je trouvais ça, je te l'avais déjà dit, donc c'est pour ça que je te le redis, mais je trouvais ça assez... Bah, je pense que ça dépend, en fait, ça dépend beaucoup des personnes. C'est là aussi où, en fait, pour moi, enfin, c'est un message que je donne aux gens, mais même globalement, que je me donnerais moi, justement, à la moi avant. Il faut arrêter de se comparer, Ouais, en fait, parce que au-delà de te comparer à des gens qui sont pas du tout au même niveau que toi, tu te compares à des gens qui ne sont pas comme toi. Et c'est pas forcément négatif. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui marche que au coup de pression. Par exemple, là, la landing page, ça fait 3 mois que je me dis, il faut que je fasse un site. Et ben là, j'ai pris rendez-vous avec une experte UX, qui est demain d'ailleurs. Bon, je suis pas dans la merde. Mais elle a 6 mois de liste d'attente et tout pour la voir. Et en gros, c'est quelqu'un qui regarde ton site, te dit, ça c'est nul, tu changes. Et après, ton site, il est incroyable. Et ben si je l'avais pas pris, j'aurais jamais fait mon site. C'est simplement comme ça. Et donc, pour parler de ce truc où je me dis, il faut que je sois dans la merde et tout, moi, je ne peux pas avancer si je ne suis pas confortable, ou si du moins je n'ai pas une certaine pression. C'est pas forcément très bien, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais atteindre 20 000 € par mois, je vais me dire, ça y est, la vie est chill. J'espère pas, mais moi, c'est ma manière d'avancer, en fait, et ça dépend énormément des gens. Et oui, t'es pas obligé d'être dans la merde pour avancer, il faut juste apprendre à se connaître et savoir comment toi tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en fait, je pense que tu l'as résumé, il faut pas se comparer aux autres. En fait, c'est très en rapport. Tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais voulu jouer sur ce storytelling de je suis fils d'immigré, blablabli, et puis j'en arrive à gagner 100 000 € par mois, blablabla. Parce que ça me prend un peu la tête, tous ces trucs-là. Parce que ça veut dire aussi que tu te définis que par ça. Ouais, exactement. Ouais. Mais donc, du coup, quand il y a des gens qui n'ont pas spécialement de besoin, alors j'étais pas non plus dans le besoin quand je me suis lancé, mais je trouve ça assez impressionnant parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur, je trouve, quand t'as pas besoin. Et que tu dois le faire quand même, parce que c'est dur, l'entrepreneuriat. Plutôt que quand, en fait, t'as pas le choix et que tu dois le faire. Bah, je trouve que le plus dur, mais ça, je crois que je t'en avais déjà parlé, c'est pas justement que du coup, tu dois avoir beaucoup plus de motivation interne, on va dire. C'est aussi que le milieu fait que se lancer dans l'entrepreneuriat et faire quelque chose, c'est très différent de ce que les gens autour de toi font. Ouais. Mais je crois que ça m'a déjà parlé, ça. Ouais. Je viens quand même d'un milieu où... Enfin, je viens d'un milieu, en vérité, c'est globalement, même à Paris, ou même globalement dans la société, en fait. Oui, tout à fait. Il faut faire une grande école, il faut faire des études très longues. Tu commences en tant que stagiaire et tu montes, machin. Mais moi, en fait, c'est un truc qui m'a jamais vraiment plu. Mais c'est difficile, tu vois, typiquement LinkedIn. Moi, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. J'avais déjà un réseau avec des gens que je connais, qui qui ont fait des business school à Londres, l'ESSEC, machin. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je postais un post LinkedIn, ça me transperçait le cœur. J'étais en mode, imagine lui, il me regarde et tout. Ouais. C'est très chiant. Et c'est un truc, en vérité, ça m'est toujours pas entièrement passé. Mais à un moment, bon voilà quoi, si j'ai peur toute ma vie, je vais jamais me lancer, je vais juste regretter jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et puis je suis sûr que tu gagnes plus d'argent qu'eux. Ouais. Bon, il y en a peut-être qui gagnent plus aussi, mais tout le monde ne sont pas des énormes de merde parce que tu sors de l'ESSEC ou je ne sais pas d'où, mais il y en a une paire qui se la raconte alors qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, quoi. Ok.
Dans les boîtes et les entreprises, parce qu'en fait aujourd'hui, t'as pas spécialement, c'est assez transversal ce que tu fais, tu t'adresses à toutes les boîtes, mais sur un truc Niche de spécifique, service, ouais. qui est la conversion sur WhatsApp, avant, pendant, après. Ouais. Mais il y a quand même une typologie d'entreprise plutôt par rapport à un chiffre d'affaires, boîte de service. En fait, tu veux pas les petites boîtes à la con, tu veux pas celles qui vendent telle et telle chose, vraiment du service. T'as quand même une typologie client, quoi. J'ai une certaine typologie. En fait, le personal shopper répond à une problématique que tu ne peux avoir que quand tu es une entreprise exigeante qui a déjà dépassé un certain stade. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise, tu passes par différentes phases. C'est comme quand tu es entrepreneur. La première phase, c'est la phase de survie, tu vois, t'évolues. Entreprise, c'est pareil. Au début, quand tu es en mode survie, ton seul intérêt, c'est d'augmenter ton trafic, de vendre tes trucs, que les gens soient contents, soient pas contents. Bon, c'est forcément important, mais Ouais, bien sûr. tu veux juste voilà, vider ton stock. Et à partir d'un moment, tu te rends compte que la relation client, le fait de fidéliser, d'augmenter les réachats, etc., c'est hyper important et c'est ce qui va te faire passer au next step. Ouais. Et donc forcément, comme je règle cette problématique, immédiatement, ça disqualifie ouais. tous les gens en dessous. Ok, donc des boîtes qui ont déjà du trafic, des boîtes qui ont déjà du monde dans le pipe, C'est ça. qui mettent une importance sur leur satisfaction client, leur réputation, et qui veulent augmenter la LTV. C'est ça. Et globalement, en fait, à partir du moment où tu as une équipe service client, ou Ouais. même tu as un minimum de trafic, tu passes ta journée entière, toi, en tant que fondateur, ou ton équipe service client, et donc du coup, tu raques en salaire, quoi, à répondre à des gens. Ouais. Et au-delà d'automatiser, même si j'aime pas trop ce terme, tout ce qui est répétitif, donc les questions, parce qu'encore une fois, les gens ne lisent juste pas ta FAQ, en fait, c'est un système qui a été mis en place pour, au-delà de déléguer ton service client, te fait gagner encore plus d'argent. Ok. C'est double bénéfice, quoi. Pour ces boîtes-là, alors, 2 questions. Est-ce que tu penses qu'elles ont une objection, une croyance, un frein, un truc auquel elles croient et qu'elles ne devraient pas croire ? Et si oui, c'est quoi ? Et qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, ça dépend les boîtes. Typiquement, là, je suis en train d'être en discussion et de travailler avec plusieurs infopreneurs, coachs, pour le setting sur WhatsApp. Dont une personne, par exemple, qui a une équipe de 17 heures. Et donc, en fait, forcément, il y a beaucoup de coûts, c'est multicanal, et donc elle aimerait tout centraliser et automatiser un maximum, parce que forcément, ça facilite beaucoup la vie. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que sa manageuse est convaincue qu'une IA ne peut pas remplacer un humain dans certaines subtilités, etc. Et là où moi, je peux être en partie d'accord, et où je le serais peut-être entièrement il y a 2 ans, c'est totalement faux. L'IA, ça avance à une vitesse, Ouais. le truc. Mais même entre le moment où je me suis lancée et maintenant, il n'y a eu que 5-6 mois, mais je ne travaille même plus avec les mêmes outils. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Et donc, déjà, c'est faux. Et ensuite, à partir du moment, et c'est comme quand tu utilises ChatGPT, les gens ils sont en mode ChatGPT c'est de la merde, tu ne sais juste pas l'utiliser. Encore une fois, l'IA n'est qu'un outil. Et donc si tu sais utiliser ton IA, tu sais bien la prompter, tu sais faire un bon système, ça peut faire littéralement tout ce que fait un humain, et mieux. Bon voilà, c'est un peu, évidemment, on peut dire les choses contraires, mais dans le cas de mon secteur et dans ce que je propose, c'est totalement le cas. Ok, donc en fait, ce qu'ils croient, c'est ouais, mais ça va pas parler comme moi je fais, ouais, mais on va capter que c'est une IA, ouais, mais les résultats seront moins bons parce qu'il connaît pas mon persona, blablabla. Ok. Donc faut juste leur expliquer. C'est faux, faut leur expliquer. Et aussi, je pense que les gens où il faut aussi les rassurer, c'est sur le fait que, t'inquiète pas, l'IA, on va pas la lancer en 2 jours. Et on va pas la lancer dans la nature. Ouais. Et puis ça va juste... va y avoir une phase de test où tu vas tester tous les scénarios possibles. Va y avoir une phase de test où l'IA va s'introduire en disant bonjour, je sais plus comment on dit, mais je suis en phase d'entraînement en fait. Je suis en phase d'entraînement et il va y avoir aucune répercussion. Et au pire du pire, et c'est là où c'est important de mettre des garanties, tu dis au pire vous n'êtes pas convaincu. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, genre j'ai eu un churn de 0%. Voilà. Et au pire, écoutez, vous le mettez pas et vous repassez 10 heures par jour à répondre au service client, quoi. Ouais, ok. Ok. Et la deuxième chose, j'ai oublié, ouais, pour ces boîtes-là, au-delà de l'automatisation et de ce que tu proposes toi, est-ce que tu aurais un truc, un cas d'usage à leur donner, un conseil à leur donner, genre, parce qu'il y en a, ok, les entreprises françaises sont en train de se rendre compte qu'on doit utiliser de l'IA, mais il y en a plein qui veulent y aller step by step. Au lieu de tout de suite intégrer un personal shopper dans son business, qu'est-ce que tu leur dirais dans ton domaine et dans ce que tu fais toi de faire ou d'utiliser comme IA pour y aller doucement, mais commencer à utiliser de l'IA, ouais. Un petit quick win, un petit truc qu'ils peuvent se mettre sous la dent tout de suite là et... Le conseil que je donnerais, c'est juste dans tous les cas de passer sur WhatsApp. Et si je peux donner un petit insight,
WhatsApp va lancer une IA qui s'appelle Business AI. Sur l'application WhatsApp Business, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, ça ne s'adresse pas du tout aux grosses entreprises, ça s'adresse aux petits commerçants. Par exemple, les founders qui sont individuels, les micro-entreprises, qui te permet d'automatiser des réponses sur WhatsApp directement. Donc, je dirais de tester par là pour commencer. Ok, et par contre là c'est leur IA, tu peux rien prompter, tu peux rien configurer, tu peux dire... C'est un peu un chatbot sur WhatsApp, c'est des automatisations quoi. Ouais, ok. Donc quand quelqu'un te pose cette question, tu rediriges vers ce produit, machin. Okay. C'est pas très évolué, mais je dirais déjà ça peut te faciliter et tu gagnes du temps quoi. Et c'est déjà actif, c'est déjà utilisable ? Non, pas du tout, enfin, ça va prendre franchement dans un an. Ok, mais j'en ai entendu parler de ce truc là. Je crois qu'aux US c'est déjà en place par contre. Non, c'est dans quelques pays en Amérique du Sud, c'est au Mexique. Ah, c'est en Amérique du Sud, ok. Ouais, parce que c'est en Amérique du Sud qui a les plus gros, pas consommateurs, mais utilisateurs de WhatsApp. D'accord, ok. C'est le continent où il y a tout le monde est sur WhatsApp et tous les business sont sur WhatsApp. T'es devenue une experte de WhatsApp du coup. Ouais. J'avais un autre truc aussi, j'ai vu il y a pas longtemps. Bon, ça commence à dater peut-être. Je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé d'ailleurs. Tu sais, ils ont mis maintenant le bouton sur les fiches Google. Le bouton WhatsApp sur les fiches Google. Sur une fiche Google. Tu sais ce que c'est qu'une fiche Google ? Une fiche Google, ouais. Un website, un site. Ouais, alors tu sais, il y a le... Genre t'écris Podmax, le nom du studio. Et là, t'as les... Et puis tu sais, t'as la petite aperçu avec l'adresse, le numéro de téléphone. Tu peux cliquer sur website. Et tu rajoutes Google. WhatsApp. Et t'as un bouton WhatsApp maintenant. Enfin, tu peux ajouter un bouton WhatsApp sur ta fiche Google. Ouais, mais moi, je suis convaincue que WhatsApp, c'est pour ça que j'ai donné ce conseil de se mettre sur WhatsApp, quoi qu'il, personnel shopper ou non. Parce que je pense qu'on se dirige vraiment vers quelque chose comme ce qu'on voit en Chine actuellement, avec WeChat. En fait, le problème, c'est que... Tout va passer par là, quoi. Ouais, en fait, plus le temps passe, plus moi, je dis que les clients deviennent plus exigeants. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a besoin de plus de facilité. On a besoin... En fait, on peut pas être sur plein de plateformes différentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, typiquement, on n'arrive plus à avancer. On est tous fatigués, on sature. Parce que le problème, c'est pas forcément les réseaux sociaux. C'est qu'on n'est pas fait de base pour mettre notre attention sur plein de choses différentes et qu'elles soient changées aussi rapidement. Ouais. Et le fait d'avoir des notifications de plein de trucs différents, ça fait un peu cet effet. Et donc, naturellement, on va se diriger vers une plateforme centralisée à la WeChat. Et WhatsApp se transforme de plus en plus déjà en ça. Ouais. Comme on le voit, les business s'y mettent. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent qui te permettent, quand tu as un business, de faire acheter sur WhatsApp. Donc, tu fais une recommandation, le mec, il dit « Ok, tu achètes sur WhatsApp avec ton Face ID. » C'est trop fort. Et tu fais tout de manière hyper rapide, fluide. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a Amazon là, qui a fait une grosse campagne pour Noël sur WhatsApp. Je crois que c'est Coca-Cola aussi qui a fait ça. Ouais, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met à mort, ouais. Ok, trop bien. Je regarde mes questions. Hein. Ouais, vas-y, pas de soucis. J'étais dans la discussion, du coup, j'ai pas anticipé ma question. Tu penses que pour ton secteur, encore une fois, pour ce que tu es en train de faire, ça va ressembler à quoi ? Alors peut-être, est-ce qu'on parle que du support, que de la conversion ? Elles vont ressembler à quoi les boîtes dans 3 ans ? Les boîtes que tu cibles ? Moi, mon objectif, je dirais que... En fait, c'est vraiment une solution que j'aurais trop aimé avoir quand j'ai fait mon e-commerce. Parce que, encore une fois, ton objectif, forcément, nous sommes dans une société capitaliste, le but, c'est de faire des ventes, que ce soit de produits ou de services. Et encore une fois, les deux manières, les deux pôles où tu dois te concentrer, c'est l'acquisition par le trafic. Donc là, tu utilises tes réseaux, tu fais des ads, tu fais du référencement Google, etc. Et ta conversion sur le site. Quand à partir du moment où tu as créé de l'intérêt chez les gens, comment tu arrives à convertir cet intérêt en achat, quel qu'il soit. Le problème, c'est que tu sois une grosse boîte ou une petite, c'est trop de choses à faire. C'est trop de choses à devoir contrôler. Combien de gens je vois, et même moi, j'étais dans cette situation où tu as l'impression d'avoir fait un truc bien, mais en fait, il y a tellement d'étapes de friction, tellement de trucs qui vont pas, que tu sais pas quoi faire en fait. Tu sais pas quoi faire, tu n'arrives pas à convertir, et parfois il suffit de faire un seul truc pour que ta conversion elle prenne plus 10 points, mais tu ne le sais pas en fait, c'est un enfer. Et du coup, mon but, ça serait vraiment que la deuxième partie de conversion, je dis pas que ma solution elle est parfaite, mais je pense que ça répond à une vraie problématique qui est justement cette tendance qu'on voit dans la société de consommation globalement, qui est d'apporter des solutions faciles, des réponses instantanées, sur mesure, que les gens se sentent écoutés et conseillés. Et en plus, ça crée une relation avec la marque. Tu te sens plus proche et donc forcément, tu es plus enclin à acheter. Et donc, tu achètes ou tu es plus fidélisé. Ouais. C'est ça le but. Et comme ça, mon objectif, c'est que, tu me poses la question, dans 3 ans, les sociétés puissent se concentrer seulement sur le trafic, créer du contenu de qualité.
voir aussi, parce que la solution du personal shopper, je fais ma petite promotion, l'avantage c'est qu'elle permet aussi, elle analyse toutes tes conversations clients. Tu connais ton client par cœur. Tu sais exactement okay. Quelles sont les questions qu'il pose, quels sont les produits qui ont plus d'intérêt, quelles sont les choses où l'IA ne répond pas bien, et donc que tu dois améliorer, pas forcément dans l'IA, mais dans ton marketing. Quelles sont en fait les zones d'ombre pour les clients. Ouais. Et donc comme ça, en fait, tu te concentres que sur ton marketing, ton acquisition, et créer une meilleure marque, et scaler. En gros. Complètement, ok. Donc pour toi, le nerf de la guerre, ce sera l'acquisition, la distribution de ta marque finalement, et tout le reste, l'IA s'en occupera, quoi. C'est ça. Ok, ça me paraît cohérent. C'est l'avantage. C'est là où l'humain apporte de la valeur, de toute façon. C'est là où l'humain apporte de la valeur, et c'est là où les choses changent le plus, l'acquisition. Déjà, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est trend, etc. Meta, rien que Meta Ads, par exemple, l'algorithme, il change constamment. Tu dois être un pro de Meta pour réussir à faire de l'argent sur Meta. Et j'ai essayé, hein. Dieu sait que j'ai essayé. Le référencement Google, on l'a vu dernièrement, ils ont supprimé les plus 99 pages. Maintenant, c'est que les 100 premières entreprises qui comptent. Donc ça, c'est là où les choses bougent, et tu ne peux pas gérer tout ça, et en plus gérer ta conversion sur le site, et passer 10 heures par jour à répondre aux gens. C'est pas possible. Ouais, ça me paraît vachement cohérent. Ok, trop bien. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, en fait, un petit cas d'usage qu'on peut donner à toutes ces entreprises. C'est un truc que moi je fais avec ma boîte d'ailleurs. Je ne l'ai pas automatisé pour le coup. Bon, ça me prend un peu de temps, donc ça serait bien que je l'automatise, mais d'analyser, alors je sais pas si elles peuvent le faire, mais enfin bref, pour les boîtes qui te suivent et qui nous écoutent potentiellement, prendre tous les mails de support et justement les donner à une IA pour analyse, pour savoir qui est l'avatar, encore mieux l'appréhender, encore mieux l'analyser. Enfin, faire de l'analyse de data avec tous les mails de support qu'on reçoit, toutes les questions, comment ils parlent, de quoi ils se plaignent, pour encore mieux connaître son avatar. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, très souvent, quand on est dans ces business, enfin globalement, on a tellement la tête dans le guidon, et c'est humain, on est, je pense, par nature, on est assez narcissique, on pense qu'on a raison. Et donc, naturellement, on va se dire, OK, next step, je vais lancer cette collection. Alors qu'en fait, si vraiment tu lisais tes mails ou tes messages, tu te rends compte que les gens, ils s'en foutent de ça. C'est un autre produit qui les intéresse. Ou alors, il y a vraiment un énorme trou dans ta landing page où tu ne réponds pas à une question. Et ça, c'est des trucs qui pourraient vraiment t'aider. C'est Gaël Garcia Diaz qui a sa marque de cosmétiques. Tu vois, c'est qui ? Tu vois pas c'est qui ? C'est quoi la marque de cosmétiques ? Je sais pas. Alors, tu me demandes. Ah bah, moi, je connais les noms de marques. Peut-être tu vois pas c'est qui, c'est une influenceuse qui a joué longtemps au poker, qui est aujourd'hui sur YouTube. C'est une grosse marque de cosmétiques en vrai. Enfin, c'est une grosse marque, toute proportion gardée, mais. Enfin bref. Elle expliquait qu'elle avait sorti une marque. Si tu veux, tu peux regarder. Elle s'appelle comment ? Marcia ? Gaël Garcia Diaz. Gaël. Je suis sûre que je connais la Garcia marque. Diaz. Okay. Et qui disait qu'elle avait sorti. Bon, elle a une marque de cosmétiques, ça tu l'as compris. Mm-hmm. Et pendant très longtemps, elle avait un product sur son site internet qu'elle pensait être bien. Elle était convaincue que c'était un putain de... Comment ça s'appelle la marque ? Martine Cosmétiques ? Ouais, c'est ça. Elle était convaincue que son produit était bien. En fait, il s'avérait que c'était de la merde, personne n'en voulait, mais elle avait trop le nez dedans, elle regardait pas. D'où aussi le principe tout bête de se confronter au marché au début. Ouais, complètement. Ouais. Au début, en vérité... Bon, j'ai eu de la chance d'être tombée sur un truc relativement... Enfin, j'ai eu de la chance, quoi, que ma première idée se valide, on va dire. Mais bon, quand même, les 30 premières marques que j'ai appelées, où j'ai pitché le truc du personal shopper, en plus, j'avais pas trop mon pitch, machin, ils me disaient « Oh, non, c'est pas ma problématique actuelle, pas vraiment. » Donc, ouais. Ça, je me souviens. Ok, trop bien. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Je regardais combien de temps ça faisait qu'on tournait. T'as vu le temps, non ? Ah, j'étais rapide. Ouais, on a été rapide. Je vais faire ma petite outro, etc. Mais il y a une dernière question que j'aimerais bien te poser. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de notre échange ? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de l'IA ? Trois questions en une. De notre échange, de ton produit et de l'IA. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent ? Après nous et je dois répondre en une question ? Wow, en une réponse ? Trois réponses, mais... Ok. D'ailleurs, soit les trois, soit tu parles de ce que tu veux, mais disons, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cet échange ? Moi, je dirais que la chose la plus importante, qui répond aux trois questions d'un coup, en fait, c'est... Enfin, je suppose que les gens qui vont regarder ça sont intéressés par l'IA et qu'il ne faut absolument pas en avoir peur. Et qu'encore une fois, c'est ça le fin mot de l'histoire, que l'IA n'est qu'un outil. Ça peut faire peur parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de contenu putaclic qu'on voit si on ne sait pas ce qu'il fait Elon Musk, machin. Mais l'IA, ça n'est qu'un outil. Et, par exemple, moi, j'ai eu la chance quand même, encore une fois, d'avoir un peu été dirigée. Mais au final, ce que je fais aujourd'hui, ça fonctionne super bien. C'est une super idée, si je puis me permettre. Mais c'est juste quelque chose
que j'ai réglées et que j'aurais aimé avoir moi-même. Et qu'en fait, il faut arrêter de croire qu'on a raté le coche. Il faut arrêter d'avoir la FOMO, de se dire que toutes les idées sont prises, etc. Parce qu'on est tous absolument différents. Et que si toi-même, t'as forcément eu des frustrations dans la vie ou des choses qui n'existaient pas, machin, et bah tu peux créer quelque chose et il y a certainement 10% de la population peut-être qui auront le même problème. Et tu pourras leur offrir quelque chose, une solution IA. Donc Avec voilà, cet outil qui est lié, c'est ça. Donc je dirais, ouais, ne pas... bon, du coup, ça paraît bateau à la fin. De pas avoir peur. Voilà. Ne pas avoir peur Ok. et juste le faire, quoi. Je pense que tu résumes un bon truc, c'est que, je crois qu'on l'a dit aussi dans un des épisodes précédents, en fait, il y a trop d'outils, il y a trop de trucs, il y a trop de choses, trop de ceci, trop de cela, alors qu'il faut revenir sur c'est quoi le problème, comment Ouais, je le c'est ça. règle avec l'IA. Et pas, j'ai l'IA, qu'est-ce que je fais avec l'IA, mais Ouais, plutôt, c'est c'est quoi ça. le problème, comment je le règle avec l'IA. Totalement. Ok, trop bien. Trop bien, bah merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Alors, c'était bien? Ouais, c'était trop bien. T'as kiffé? Ouais. Trop cool. Écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, cliquez, etc. On mettra tes liens en dessous? Ouais. TikTok? Top. Et landing page, du coup. Et landing page aussi, Ouais. et ton website aussi? Ok, trop bien. Bon, trop bien si ça t'a plu. Toutes tes informations seront dans la bio. Merci beaucoup d'être venu. Avec Et grand puis plaisir. merci à vous d'avoir écouté. Ciao, ciao tout le monde. Merci. Magnifique.